bonsoir à tous. Ravi d'être là ce soir. Je vous remercie déjà l'Université populaire de m'accueillir. C'est un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque habituellement, soit j'ai des étudiants, alors jeunes ou moins jeunes, en face de moi, soit généralement plutôt des dirigeants d'entreprise, ou des directeurs des ressources humaines, le plus souvent. Donc là, vous êtes un public un peu plus varié et un peu différent. Donc j'espère que le contenu de la conférence vous intéressera. Je vais bien cibler. En tout cas, on a un sujet intéressant. Donc, on avait défini avec Odile, elle m'a contacté un petit moment maintenant. Donc on va peut-être commencer par une question. Est-ce que, avant de venir à cette conférence, vous aviez déjà soit entendu, soit vous-même pensé « Ah, ces jeunes, vraiment, ils ne veulent plus travailler. » Bon, très bien. Alors on va essayer d'en discuter. Enfin, en tout cas, au départ, je vais passer un petit peu de temps à monologuer, et puis après, on aura un temps d'échange. Donc voilà, on pourra peut-être débattre. Moi, mon objectif, c'est de plutôt vous faire part de résultats de recherche académiques ou un petit peu plus des études de manière générale qui nous permettent d'avoir des informations sur ces jeunes qui travaillent. Vous verrez aussi les moins jeunes, parce que c'est intéressant aussi de situer le débat. Donc on va voir ça ensemble. Je vous pose une deuxième question et après, promis, c'est moi qui parle. Qu'est-ce qu'un jeune ? Quand arrête-t-on d'être jeune ? Déjà, c'est une question. Est-ce que dans la salle, il y en a qui se considèrent comme jeunes ? Vous avez tous la main, bien sûr. Bon, on est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un. Donc, voilà. Pourquoi ces questions ? Eh bien, pour rentrer dans le sujet, c'est déjà pour poser des définitions. Voilà, donc, je ne me suis pas présentée, pardon. Moi, je suis donc professeure des universités à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Et j'enseigne les sciences de gestion. Je ne sais pas si ça parle à certains, peut-être que certains d'entre vous ignoraient qu'on pouvait avoir des chercheurs en sciences de gestion. Si, ça existe. Donc nous, notre objet d'étude, ce sont les entreprises et les individus, et donc en particulier les individus au travail. Et donc au sein des sciences de gestion, mon domaine de spécialité, puisque les sciences de gestion c'est large, ça va de la finance au marketing en passant par la logistique et les ressources humaines. Et donc en ce qui me concerne, mon domaine de spécialité, c'est justement la gestion des ressources humaines. Voilà, je pourrais vous en dire plus. Mais en tout cas, la thématique de ce soir fait le lien avec certains de mes travaux. Vous les verrez un petit peu apparaître, même si je ne suis pas là pour faire de publicité personnelle. Donc, voilà, je suis à l'Université Jean Moulin Lyon 3 au sein du département de gestion, donc, qui est l'IAE Lyon, School of Management, donc l'Institut d'administration des entreprises. Donc on se présente aussi comme les universités publiques, les écoles publiques de management, par opposition aux écoles privées qui existent aussi dans ce domaine. Voilà. Et là, il y a de la place pour beaucoup de monde en gestion, puisqu'il y a un tiers des étudiants en France aujourd'hui qui sont étudiants en gestion et management. Voilà, donc ceci étant dit, les présentations étant faites, je reviens sur cette question des jeunes, et si je vous ai posé la question de à quel âge est-on jeune, quand arrête-t-on d'être jeune, c'est comme je vous le disais pour une question de définition, et puis vous l'avez compris aussi une opposition qu'on peut avoir entre les jeunes, les moins jeunes, on va dire les vieux, les seniors, on a tout un tas d'appellations. Et donc ça donne une première opposition qui n'est pas nouvelle, puisque vous connaissez sûrement la phrase de Socrate, je vous l'avais dit, il disait déjà 400 ans avant Jésus-Christ, notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens.
élément qui va apparaître dans le débat. Donc, on a cette opposition entre, cette notion de jeune qui est importante, et puis il y a une autre notion, un autre concept que vous avez sûrement déjà entendu, c'est le concept de génération. Donc, une autre façon d'appeler ces jeunes aujourd'hui, ce sont les Z. Voilà, vous connaissez sûrement cette classification. Alors, je pense que nous avons un certain nombre de X et de Y dans la salle. Des Z, peut-être, je n'ai pas étudié tous les visages. Peut-être quelques-uns, je pense quelques-uns. Alors, on y reviendra. Moi, j'aime pas trop cette notion de génération. Mais en tout cas, il faut bien poser des définitions pour commencer. Donc, la génération Z, pourquoi celle-ci en particulier ce soir? Parce que ce sont les jeunes qui sont nés entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Donc, ce sont les personnes qui ont entre 15 et 35 ans actuellement. Ils vieilliront aussi. Et après, on aura les alphas qui arriveront. Mais en tout cas, on va parler à peu près de cette tranche d'âge ce soir, puisque s'ils ont entre 15 et 35 ans, ça veut dire qu'ils sont en études. Mais aujourd'hui, quand on est en études, on peut être au travail aussi. Et puis sinon, ce sont des jeunes actifs. Donc c'est eux qui nous intéressent, et c'est pour eux aussi qu'on va essayer de dépasser les clichés. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup de choses sur ces Z. Je vous fais la liste. On dit qu'ils sont hyper connectés, multitâches, slasheurs, attachés à leur liberté d'organisation, soucieux d'autonomie et de flexibilité, adeptes du télétravail, moins attachés au CDI que leurs parents, n'accordant pas la même place au travail que les anciens, les plus anciens qu'eux, et en quête de sens, et puis ce seraient aussi des individus qui remettent en cause l'autorité. Voilà, donc ça ce sont un peu nos clichés. On va essayer de voir s'il y en a qui se retrouvent, ou si ces clichés ne sont pas un peu plus généraux, c'est-à-dire est-ce qu'ils ne dépassent pas finalement aussi la question d'appartenir à la génération Z. Peut-être que ça concerne aussi certains Y, certains X. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc l'angle d'attaque, vous l'avez compris, c'est quand même de se focaliser sur le travail et le rapport au travail, même si certaines caractéristiques de ces jeunes peuvent dépasser, bien sûr, l'environnement de travail. Donc, on a ces jeunes pour lesquels, si vous regardez un petit peu ce qui s'écrit dans la presse grand public ou la presse économique, managériale, en fait, le rapport au travail il est très discuté. De temps en temps, on va effectivement avoir cette idée que de toute façon, les jeunes ne veulent pas travailler. Mais d'un autre côté, je vous ai mis un petit titre de manchette, la génération Z, et si on arrêtait de les prendre pour des fainéants? Donc la question c'est finalement, entre les deux, où est-ce qu'on se situe? Où est la vérité, si tant est qu'il y ait une vérité? Peut-être une construction sociale, une vérité. Voilà. Donc, voilà, plusieurs questions que je vous propose de traiter, c'est finalement quelle est la réalité de cette description du fait que les jeunes ne veulent pas travailler. La question derrière, c'est s'ils ne veulent pas travailler, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Si tant est qu'ils ne veulent pas travailler, peut-être qu'il y a des raisons. Dans ce cas-là, c'est comment les jeunes voient-ils le travail? Qu'est-ce qu'ils attendent au niveau professionnel? Et puis, moi, une question que j'aime bien triturer, c'est est-ce qu'ils veulent tous la même chose? Parce que les jeunes, c'est bien joli, mais vous êtes un certain nombre là dans la salle, on va dire près de 90, vous n'avez sûrement pas tous les mêmes attentes dans la vie. Donc peut-être que nos jeunes non plus. Et puis une autre question qu'on va essayer d'explorer, c'est aussi est-ce que les attentes de ces jeunes sont si différentes que ça de celles des moins jeunes? Et là, je vous donnerai quelques éléments de réponse puisqu'on a des études. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette question du rapport au travail
des jeunes et des moins jeunes, c'est un sujet important pour les entreprises. Donc, je vous ai dit, moi je travaille pas mal avec les entreprises et les directions des ressources humaines en particulier, et les entreprises se posent beaucoup de questions sur les jeunes pour des problématiques d'attractivité. Elles ont du mal à attirer. La question c'est est-ce que le problème il n'y a que des jeunes? Voilà, je donne des petits bouts, on va les creuser. Donc il y a un enjeu d'attractivité, et puis une fois qu'on a réussi à attirer des jeunes dans l'entreprise, on a envie qu'ils soient engagés au travail, on a envie aussi de les fidéliser, qu'ils restent dans l'entreprise. Surtout que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un marché du travail qui est quand même relativement tendu, sur certains métiers en particulier, où il y a vraiment des vraies problématiques à trouver de la main-d'œuvre, à trouver des salariés. Donc ça c'est pour le point de vue plutôt microéconomique, du point de vue de l'entreprise et des individus, mais on a aussi un enjeu plus macroéconomique au niveau français. On va se contenter de prendre la France ce soir comme horizon. En tout cas, pour l'État, c'est aussi un sujet important de savoir finalement quelles sont les attentes de ces jeunes. Donc là, il y a une dimension à la fois économique, sociologique, psychologique. Et vous verrez qu'on parlera du rôle des jeunes, du rôle des entreprises et du rôle de l'État par la suite. Donc, ce que je vous propose, c'est d'étudier ces fameux clichés, d'essayer de les questionner, de les remettre en perspective, et puis bien sûr de les discuter à l'issue de ma présentation. Donc l'idée générale, en tout cas, de mon intervention ce soir, c'est de dire attention aux clichés. Puisqu'on dit beaucoup de choses, mais on dit parfois tout et son contraire. Enfin, en tout cas, on entend dire sur les jeunes tout et son contraire. Donc, moi, mon objectif, c'est de vous donner quelques résultats d'études, quelques chiffres, qui permettent aussi de relativiser le fait que les jeunes ne veulent pas travailler. Donc déjà, on va commencer par un premier cliché. Sur l'idée que les jeunes seraient moins investis dans le travail. Je me suis dit, il faut bien commencer avec des chiffres. Donc la question c'est, les jeunes, ces jeunes, alors on va rester sur la tranche d'âge de la génération Z, mais ces jeunes, où sont-ils aujourd'hui? Alors, pour avoir des chiffres, on va avoir les bases de l'INSEE. Et l'INSEE, c'est intéressant parce qu'elle nous donne la population active, elle nous donne les taux d'activité. Alors, c'est peut-être écrit un petit peu petit, mais vous voyez que j'ai entouré en jaune le taux d'activité des jeunes et un peu moins jeunes. Ce qui est intéressant, donc vous avez, ça commence en 2000 et jusqu'à 2022. On a un recul là de 22 ans. Si vous regardez, le taux d'activité est passé de 37,7% en 2000 à 42,2% en 2022. Donc finalement, d'un point de vue macroéconomique, les jeunes travaillent, mais travaillent plutôt plus, proportionnellement. Donc taux d'activité par âge. Si on prend les 25-47 ans, dans l'intervalle, c'est resté à peu près stable. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le taux d'activité des 50-64 ans a augmenté. On a pendant longtemps eu un problème d'emploi. Alors, le terme consacré, c'est l'emploi des seniors. Parce qu'on est seniors passé 45 ans. Pour revenir à des enjeux de définition. Ça va vite. Et il y a une partie qui s'explique aussi par la problématique des retraites. Donc, même si on n'était pas les meilleurs élèves en Europe, au niveau de l'emploi des seniors, on voit que le taux d'emploi augmente. Donc, ces chiffres, ils sont déjà intéressants. Et puis, surtout, là, vous avez plutôt la décennie la période depuis 2000. Pour le coup, si on remonte en arrière, le taux d'activité des jeunes, il avait pour le coup diminué entre 1975 et 1990, les années 90. Pourquoi? Parce qu'on a eu un allongement de la durée des études. Donc finalement, les jeunes faisaient plus d'études,
des études plus longues et donc étaient moins en emploi. Aujourd'hui, on voit que c'est pas le cas. Ils ont un taux d'activité plus élevé. Et alors, je vais vous donner un deuxième graphique. Enfin, peut-être que vous avez une idée aussi de pourquoi l'emploi, en particulier des 15-24 ans, le taux d'emploi a augmenté. L'apprentissage. Voilà, vous avez la courbe du nombre de contrats d'apprentissage depuis 2012. Alors la France, c'était pas le pays champion d'apprentissage. Hein. Pendant longtemps, on n'a pas beaucoup aimé l'apprentissage. Mais on se rend compte que c'est finalement une modalité intéressante pour les jeunes, pour étudier et apprendre le métier. Et puis on a eu un phénomène bien sûr d'aide à l'embauche qui a fortement favorisé les contrats. Donc ça, vous voyez, c'est très net en 2020, puisque en sortie du Covid, l'État a eu très peur que les jeunes pâtissent de la situation du creux économique. Et donc, c'est là que l'État a mis des aides à l'embauche pour favoriser les contrats d'alternance. Et du coup, avec un objectif d'1 million d'apprentis, là où on était à donc, 400 000 en 2012. Donc, les aides ont marché et aujourd'hui, on est à 1 million d'apprentis en 2024. En 2025, c'est un peu plus compliqué puisque baisse des aides, il y a eu un recul, mais il y a quand même encore énormément d'entreprises qui jouent le jeu et qui prennent les apprentis. Donc, tout ça pour dire que les jeunes, nos fameux jeunes, soit ils sont en études, donc forcément ils travaillent pas quand ils sont en études, ou alors ils peuvent être en études et travailler, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui, pour payer leurs études, ont des jobs étudiants. Et puis, l'autre phénomène, c'est l'apprentissage, qui fait qu'on a des jeunes qui cumulent études et emploi, puisque ils vont faire des bonnes semaines de 35 heures, voire plus. Donc c'est un moyen, bien sûr, d'acquérir de l'expérience, de financer leurs études, mais ça peut peut-être poser d'autres problèmes par rapport à nos problématiques de pénurie, du coup. Pénurie de compétences. Pourquoi est-ce qu'on trouve aussi, dans certains métiers, moins de jeunes pour travailler? Je pense aux colonies de vacances, par exemple, qui ont du mal à trouver des jeunes pour encadrer les colos, pour faire les centres aérés, pour aller faire les vendanges. Et oui, parce que ces jeunes, ils sont déjà au travail. Ils sont en contrat d'apprentissage, donc l'été, ils n'ont plus de vacances. Ils ont des congés payés. Ils n'ont plus de vacances, comme un étudiant qui ne serait pas en contrat d'apprentissage. Donc voilà, ça c'était pour les quelques chiffres déjà pour poser des éléments un petit peu macroéconomiques. Alors après, je vais peut-être revenir, avant de passer à la diapositive suivante, sur la notion de génération Z que j'ai posée en mon introduction, et plus globalement sur la notion de génération. Cette notion de génération, pour le coup, c'est un concept qui est beaucoup discuté au niveau académique, dans les travaux de recherche, qui plaît beaucoup à certains chercheurs, beaucoup moins à d'autres. En tout cas, quand on parle d'un concept de génération, c'est pour parler d'une cohorte générationnelle. Donc pour parler de jeunes qui sont nés, donc si je reprends les aides, entre 1990 et 2010. Et donc ces jeunes, quand on prend une perspective de génération, on va s'inscrire dans une perspective socio-cognitive où on va en fait parler de théorie de la socialisation, c'est-à-dire que ce qui normalement fait l'intérêt du concept de génération, c'est le fait que tous les jeunes qui sont nés entre ces deux dates, qui sont le début et la fin de la génération, eh bien ils sont censés être influencés par tout ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu déjà dans leur jeunesse, quand ils ont grandi. Donc que ce soit au niveau du contexte politique, au niveau du contexte économique, au niveau du contexte culturel, des grands événements historiques. Donc par exemple, on a vécu la crise Covid, donc
Donc ça c'est censé marquer la génération Z, puisque ils étaient, pour certains, ils avaient 10 ans, 9-10 ans quand la crise Covid s'est déclarée. Mais vous voyez déjà, on a tous vécu la crise Covid. Donc est-ce que la crise Covid aura plus marqué les Y, les Z ou les alpha? On peut en discuter. En tout cas, c'est cette logique qui est derrière le concept de génération, c'est se dire qu'on a des événements partagés, et ces événements partagés devraient amener des caractéristiques communes chez les individus. Donc, moi je suis sceptique et je vais vous donner quelques éléments pour vous montrer aussi pourquoi on peut en discuter. En tout cas, si la notion de génération était robuste, ça autoriserait effectivement à faire ce qu'on va appeler une segmentation générationnelle, c'est-à-dire à différencier les X, les Y, les Z et les alpha, en disant ceux-ci sont comme ci, ceux-ci sont comme ça, parce que normalement ils auraient des caractéristiques communes. Donc par rapport à notre marché du travail, si ces éléments caractéristiques sont justes, eh bien normalement ça devrait permettre effectivement de dire que les X, les Y et les Z ne sont pas pareils et n'ont pas, enfin pour chaque génération a des attentes spécifiques par rapport au travail. Bon, alors, quel pourrait être, alors on a dit, des clichés, c'est ils sont moins investis dans le travail, nos jeunes Z. Alors là, je vous ai mis des chiffres qui sont issus d'une étude qui a été faite par l'APEC et Terra Nova. Donc l'APEC, c'est l'association pour l'emploi médical. Terra Nova, c'est un think tank. Et cette étude, alors, ce ne sont pas des chercheurs, mais ce sont des instituts d'études. Et cette étude, vous allez voir, je vais la reprendre à plusieurs moments ce soir, parce qu'elle nous donne des informations sur ces jeunes qui nous intéressent, mais aussi sur les moins jeunes. Alors dans un premier temps, on va se focaliser sur nos jeunes. Et alors on est sur une étude qui a été menée auprès d'actifs en emploi. On n'est pas sur les étudiants, on a des actifs ici. Et la question qui leur a été posée, c'est diriez-vous que dans votre vie en général, votre travail est... Ils avaient plusieurs modalités de réponse. Et vous voyez que ce qui moi m'intéresse, c'est qu'on en a 11% qui nous disent que le travail est plus important que tout le reste, et 36% qui disent que le travail est très important, mais autant que d'autres choses, comme la vie familiale, la vie personnelle ou la vie sociale. Alors, certes, ça ne fait pas 100%. Si on prend les deux modalités en vert, c'est indiqué, ça fait 47%. Mais ça nous montre déjà une première chose, c'est que les jeunes ne sont pas tous désinvestis par rapport au travail. On a des jeunes qui ont envie de travailler, des jeunes pour lesquels le travail est important, voire plus important que le reste. Alors effectivement, il y en a qui sont plus en retrait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas généraliser. La deuxième question qu'on se pose souvent, en tout cas, parce que nous demandent souvent des responsables RH quand ils disent « mais alors les jeunes, ils veulent quoi ?» Et voilà, ces fameuses attentes, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors on nous dit souvent qu'ils veulent du sens avant tout, ils veulent de l'écologie. Tout à fait. Première demande, qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux dans votre vie professionnelle? Première réponse, avoir des revenus réguliers et ou élevés. Des sous. Deuxième élément, ils veulent avoir un travail intéressant, et qui leur plaît. Ouais, c'est mieux. C'est quand même assez légitime. Troisième demande, avoir un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Pourquoi pas? Voilà, après, il y en a d'autres. Alors, si on regarde, ils veulent s'amuser, prendre du plaisir, 22%. Ils veulent se sentir reconnus pour leurs compétences. Alors, pardon, j'ai sauté, avoir des bonnes relations de travail, c'est important, 27%. Effectuer un travail utile qui a du sens. On en reparlera, parce que c'est aussi important. À progresser, continuer à se former, avoir des perspectives d'évolution professionnelle.
Donc voilà, je ne vais pas tous vous les lire, mais l'objectif, enfin, là ce que je voulais vous montrer, c'était les 3 premiers facteurs de motivation, et on les comparera du coup à des plus âgés. Je vous donne encore un autre petit graphique de cette même étude sur les attentes quand on se projette, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils veulent tout de suite. L'autre question qui a été posée, c'est dans les mois où aller à venir, préféreriez-vous 48% nous disent gagner plus d'argent, mais avoir moins de temps libre. Donc pour gagner plus d'argent, il faut travailler plus longtemps. Donc là, par rapport à l'idée qu'ils ne veulent pas forcément travailler, ça remet un petit peu en cause le cliché. Alors, il faut nuancer, puisqu'il y en a 21% qui disent avoir plus de temps libre, mais gagner moins d'argent. Et puis, il y en a qui disent non, on ne veut rien changer. Donc vous voyez que là, ce qui est majoritaire, pour le coup, c'est la question de l'argent et de passer du temps à travailler pour gagner plus d'argent. Donc retenez cette problématique de la rémunération parce qu'elle est intéressante et puis on en reparlera. Donc finalement, on tire de ces premiers chiffres qu'il y a plutôt un intérêt pour le travail et un moteur financier pour ces jeunes. Il y a dans les clichés qu'on avait vus aussi tout à l'heure, on avait le fait que les jeunes sont adeptes du télétravail. Je ne sais pas si c'est une question que vous aviez en tête en venant. Enfin, en tout cas, ça aussi, c'est un élément qu'on dit souvent sur les jeunes. Et alors, on entend souvent, voilà, les jeunes sont moins investis dans le travail, et la preuve, ils veulent toujours être en télétravail. En fait, c'est plus compliqué que ça, là aussi. Ils veulent du télétravail, certes, parce que d'un côté, c'est un facteur d'équilibre vie privée et vie professionnelle, et on l'avait dans le top 3. Mais ce qui est intéressant, toujours dans la même étude, c'est que, ils veulent du télétravail, mais pas que, parce qu'ils ont un certain nombre de craintes aussi par rapport au télétravail. C'est rejoint avec cette question du travail. Je vous les donne, ces craintes. Il y en a 55% qui disent en fait, si je suis en télétravail, j'ai peur de rater des opportunités professionnelles. Je ne pourrais peut-être pas participer à certains projets. Je ne vais peut-être pas avoir une promotion parce que c'est peut-être mon collègue qui ne fait pas de télétravail qui va avoir la promotion. Il y en a aussi 57% qui disent si je suis en télétravail, j'ai le sentiment que je ne vais pas pouvoir apprendre de mes collègues. On n'apprend pas effectivement de la même manière quand on est en présentiel et quand on est en distanciel. Donc certes, ils sont adeptes du télétravail, mais ils se rendent bien compte qu'ils vont aussi perdre ça. Il y en a aussi, donc les pourcentages sont à peu près les mêmes. Vous voyez qu'il y a la peur de rater des informations importantes. La dimension de l'informel, finalement, le fait d'aller au bureau, c'est aussi un moyen d'avoir de l'information, de discuter à la machine à café, d'avoir des relations avec ses collègues. Tous ces moments que l'on perd ou qui ne se passent pas exactement dans les mêmes conditions quand on est en télétravail. Et puis, dernière crainte, c'est l'isolement, le manque de relations avec les collègues ou avec les clients. Parce que travailler, c'est créer du lien avec ses collègues. Alors, à certains moments, les collègues, on n'a pas envie de les voir aussi. On a le droit. On a envie d'avoir plus de calme pour avancer sur certains projets. Mais d'avoir des relations, c'est aussi un moyen d'échanger avec les autres, d'apprendre, d'avoir de l'information, comme on l'a dit. Donc vous voyez que là aussi, il faut nuancer, c'est-à-dire effectivement, si je prends mes étudiants, ils sont contents quand ils ont le jour de télétravail dans la semaine, mais en même temps, ils ont envie d'aller au bureau, parce que si on prend ces fameux apprentis en particulier, ils sont là pour apprendre. Et ils savent bien qu'en allant en entreprise, on apprend plein de choses. Donc c'était un autre cliché dans l'idée de ce premier cliché, les jeunes sont moins investis. Toujours dans cette idée les jeunes sont moins investis, il y a aussi la question du rapport à l'autorité qui revient souvent. Et on entend souvent que les jeunes ils seraient rétifs à l'autorité. Alors là aussi, vous verrez, on va nuancer, c'est oui et non. En tout cas,
la même étude de Terranova-Peck nous permet d'avoir des éléments de compréhension pourquoi le rapport à l'autorité est en train de changer. Ils ne veulent plus forcément une autorité descendante. Ce qu'ils nous disent, c'est, à 40%, ils nous disent « j'accepte par principe les décisions de ma hiérarchie ». Donc déjà, ça veut dire que quand même, il y a un respect de l'autorité hiérarchique. Il y en a 43% qui disent « j'ai besoin de comprendre les décisions de ma hiérarchie avant de les accepter ». C'est pas idiot en même temps. Donc vous voyez qu'avec ces deux réponses, on est à 83%. Donc ça veut dire que déjà, on a des jeunes qui remettent pas, d'un côté, remettent pas en cause l'autorité. Quand ils viennent en entreprise, ils ont un N+1, un N+2. Oui, ils sont leur chef. Et s'ils sont là, peut-être qu'ils ont une légitimité. Donc, ils l'acceptent. Mais il faut avoir en tête qu'il y a une partie qui vont l'accepter à condition de comprendre. À condition de savoir pourquoi on leur demande ce qu'on leur demande de faire dans leur travail. Voilà. Et puis, par contre, j'ai oublié après les 10%, vous devez être d'accord avec les décisions de votre hiérarchie pour les accepter. Oui, c'est vrai que c'est plus facile pour faire son travail. Et puis, on en a 3% qui disent j'ai du mal à accepter que ma hiérarchie me dise ce qu'il faut faire. Donc, finalement, 3%, c'est pas tant que ça. Donc retenez là aussi l'idée que certains acceptent l'autorité telle qu'elle et d'autres acceptent l'autorité, mais à condition de comprendre. Ils ne veulent pas une autorité de fait. Donc ça, c'était mon premier cliché. Mon deuxième cliché, le deuxième cliché qu'on entend souvent, c'est que les jeunes sont tous des investis par rapport au travail. Donc vous avez vu, on a déjà un peu commencé à le déconstruire, mais on va aller plus loin, puisque quand on dit ça, on met tous nos aides et tous nos jeunes dans le même panier. Or, ce que montrent les recherches scientifiques, c'est que en fait, les attentes sont hétérogènes à l'intérieur d'une même génération. Tous les aides ne sont pas pareils. Tous les jeunes ne sont pas pareils. Et tous les moins jeunes ne sont pas pareils non plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle au niveau conceptuel la diversité intragénérationnelle. La diversité à l'intérieur de la génération. Alors, ce qui est embêtant, c'est que quand on dit ça, il faut trouver des solutions de repli. C'est-à-dire que si la génération ne marche pas, quand on dit les aides sont ci, les aides sont ça, c'est facile. On les met tous dans le même panier. Mais là, on est en train de dire, en fait, non, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Ils sont différents à l'intérieur de la génération. Oui, mais alors comment on va faire? Comment on va analyser en fonction de quoi on va pouvoir identifier quelles sont les attentes des jeunes? Quels sont finalement les facteurs explicatifs? Et plus explicatifs que cette fichue notion de génération. C'est là que les choses se compliquent. Alors forcément, ça demande de travailler. Ça demande aux entreprises, aux RH, aux chercheurs aussi accessoirement de travailler. Et donc, ce que montrent les études scientifiques, c'est que il y a une diversité intragénérationnelle et qu'il y a plein d'autres facteurs bien plus explicatifs que le fait d'être né entre 1990 et 2010. Je vous ai fait une liste, alors je ne vais pas tous les prendre parce que ce serait un peu rébarbatif et puis il y en a qui sont plus explicatifs que d'autres. Mais déjà, vous voyez que le premier, c'est l'âge. La génération et l'âge, c'est pas la même chose. Et ça, c'est un problème qu'on a souvent, c'est que on confond. Eh bien non, on a un certain âge, on a un âge et on avance son âge. Par contre, on ne change pas de génération. Sauf qu'avec l'âge, on change. On ne va pas avoir les mêmes attentes à 20 ans, à 40 ans et à 60 ans. Donc ça, alors ça on bataille souvent avec les journalistes, je peux vous dire, parce que eux ils veulent faire un article sur les aides, ou sur les Y et on leur dit en fait c'est pas le problème. Donc attention à cette confusion entre âge et génération. Les attentes évoluent au cours du temps, les attentes évoluent en fonction
fonction des expériences que l'on va vivre, et pas celles qu'on vit parce qu'on les aide, parce qu'on est humain. Ensuite, deuxième critère socio-démographique qui explique beaucoup de choses, c'est le genre. On est un homme quand on est une femme, alors déjà on n'est pas éduqué de la même manière. Souvent on ne fait pas les mêmes études. Et du coup on ne fait pas les mêmes métiers. Et puis on n'a pas les mêmes attentes en termes de rôle dans la vie. Donc du coup, le genre c'est une variable qui explique beaucoup de choses. Alors après je ne suis pas venue là pour faire une conférence sur l'égalité professionnelle, mais ça pourrait être un sujet en soi. Ensuite, l'expérience, j'en ai parlé, le fait d'accumuler de l'expérience, d'avancer dans la vie active, fait que au début on tâtonne, au début on découvre, et puis après il y a des choses qu'on apprécie plus, donc on va peut-être s'orienter vers un emploi différent à l'issue de ces études que ce qu'on avait imaginé au départ. Il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous dans la salle qui ont eu plusieurs vies, plusieurs métiers, qui ont changé, qui ont repris des études, qui ont fait des reconversions. C'est de plus en plus courant. Donc en tout cas, l'idée c'est que l'expérience va jouer et va faire évoluer les attentes en ce qui nous concerne par rapport au travail. Ensuite, une autre variable socio-démographique qu'on oublie, et qui reste très explicatif, c'est la catégorie socio-professionnelle d'origine. Je ne vais pas développer maintenant, c'est un point sur lequel je vais revenir après. Mais voilà, selon que l'on naisse dans un milieu ouvrier ou cadre, ça ne façonne pas les attentes de la même manière et ça n'ouvre pas non plus les mêmes perspectives professionnelles. Du coup, bien sûr, le niveau de diplôme, puisque en France, on est très attaché au diplôme encore. Donc, si vous avez que le bac, vous acceptez pas au même emploi que si vous avez un bac plus 3, un bac plus 5. Ensuite, le degré d'employabilité. Alors ça, je vais y revenir aussi, mais c'est la possibilité de choisir son emploi. Est-ce on peut facilement trouver un emploi ou pas? Est-ce qu'on est fortement employable ou pas? Et ça joue aussi dans l'accès au marché du travail. Et puis, je finirai avec un dernier, il y en aurait d'autres à lister, mais le lieu d'habitation. On n'a pas les mêmes opportunités professionnelles quand on est en budget urbain et quand on est en milieu rural. Voilà. On est en Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur une région plutôt dynamique, économiquement. Il y a des régions en France où c'est plus compliqué. Donc, forcément, quand il va y avoir, je me remets du côté des entreprises, quand une entreprise va publier une offre d'emploi, selon la région dans laquelle elle est implantée, la tension sur le marché du travail ne sera pas la même. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans ces questions socio-démographiques et cette idée de diversité intragénérationnelle. Donc, je reviens d'abord sur la diversité intragénérationnelle par rapport au travail. Je continue avec mon étude avec Terra Nova. Je la trouve vraiment chouette. Ce que vous avez sur cette diapo, c'est un joli graphique avec deux dimensions. En bas, vous avez l'envie de gagner en responsabilité, qui peut être faible ou forte. Et en ordonnée, vous avez le rapport au travail actuel. Je vous rappelle que c'est une base d'actifs, de jeunes actifs. Et donc, ils sont déjà en emploi. Et là, du coup, le fait d'être en emploi façonne aussi les attentes. Donc vous voyez que vous avez 6 jolis ronds que je vais vous expliquer rapidement. Donc vous avez en haut les satisfaits et les ambitieux. Alors les satisfaits et les ambitieux, ils se caractérisent avec des caractéristiques communes. Ils ont un rapport au travail qui est globalement positif. Donc eux, ils sont contents. Ça leur plaît de travailler. Ils vivent le travail comme une passion, un plaisir ou une manière de se réaliser. Ce qui différencie les deux groupes, c'est que les ambitieux, ils se projettent dans un avenir où ils auraient encore davantage de responsabilités professionnelles. C'est pour ça qu'ils sont ambitieux. Alors que les satisfaits, eux, ils ont moins d'ambition professionnelle. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont aujourd'hui. Si on descend au niveau d'en dessous, les distanciés et les attentistes.
et bien eux, ils aimeraient sortir de cette routine. Donc ils ont envie d'évoluer, ils ont envie d'aller vers un autre travail. Alors que, pour le coup, les distanciés, eux, ils trouvent que la situation est plutôt confortable. Donc leur travail leur convient. Ensuite, en bas, on a donc les découragés et les combatifs. Ces deux groupes-là, ils ont un rapport beaucoup plus conflictuel au travail. Ils vont plutôt le voir comme une nécessité ou comme une contrainte. Donc là, on revient plutôt à des jeunes qui ne veulent pas forcément travailler ou pas toujours travailler. Néanmoins, les combatifs, eh bien, eux, ils aimeraient quand même aller vers un avenir professionnel meilleur. Alors que pour le coup, les découragés, eux, c'est vraiment ceux qui sont un peu perdus pour la cause, puisque eux, ils ont un vrai rapport, un rapport au travail qui est très dégradé, et ils ne voient pas très bien comment est-ce qu'ils vont se sortir de cette situation. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir la diversité, et puis ce qui est plutôt rassurant dans la question du travail, c'est finalement de voir que les ambitieux, c'est le groupe le plus important, et qu'on en a quand même, on a plusieurs groupes qui ont envie d'évoluer. Alors, ce qui est intéressant au-delà de ces catégories, c'est aussi le facteur explicatif. Donc, je vous en propose un premier, qui dépend de l'aisance financière et de la catégorie socio-professionnelle d'origine. Alors, ça vous surprendra pas, je pense, mais vous voyez qu'il y a je vais commenter. Vous avez les ouvriers à gauche, les employés, professions intermédiaires, cadres, donc cadres du secteur privé et les indépendants. Vous voyez que plus on se déplace vers la droite, plus la proportion de notre groupe des ambitieux augmente. Et c'est l'inverse, bien sûr, sur les groupes qui étaient en bas de notre graphique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les ambitieux, vous avez les plus fortes proportions de jeunes actifs qui sont issus de familles aisées, alors que vous en avez beaucoup moins, par exemple, dans le groupe des découragés. Et d'un point de vue aisance financière, eh bien, les jeunes actifs qui viennent des familles les moins aisées sont aussi ceux qui ont moins d'appétit en matière d'évolution professionnelle. Donc finalement, le milieu social d'origine et l'aisance qu'on a eu dans sa famille va aussi façonner les attentes professionnelles et les attentes par rapport au travail à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc vous voyez que c'est un facteur explicatif important. On retrouve davantage de cadres et d'indépendants à droite, avec davantage d'ambitieux. Et puis, pour le coup, chez les ouvriers, on a une proportion importante de combatifs. C'est là où il y a la proportion la plus importante. Donc, pour terminer sur ce deuxième cliché, ce que l'on retient, c'est qu'en tout cas, on a des rapports au travail qui sont différents et qui sont influencés par les parcours socio-professionnels, par des facteurs sociaux et le démarrage aussi dans la vie professionnelle. Il y a d'autres facteurs, j'en évoquerai certains. Donc là, on a parlé de la diversité, parce que j'ai voulu vous montrer, c'est la diversité intragénérationnelle. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est le rapport, la différence entre les jeunes et les moins jeunes. Donc cliché numéro 3, c'est une idée qu'on entend souvent, c'est que les jeunes ont un rapport au travail différent et plus distancié que leurs aînés. Alors ça, est-ce que c'est effectivement le cas? On vient de parler de diversité intragénérationnelle, on vient de montrer que finalement les attentes étaient hétérogènes à l'intérieur d'une même génération. Maintenant, on va se poser une autre question qui est donc, est-ce que les attentes diffèrent selon les générations? Donc là, c'est un autre concept, c'est le concept de diversité intergénérationnelle. Donc finalement, qu'en est-il? Est-ce que les aides, en ce qui nous concerne, sur cette catégorisation, sont si différents que ça des Y et des X?
qu'un tiers des graphiques. Vous vous souvenez, on avait vu tout à l'heure la question, diriez-vous que dans votre vie en général, votre travail est très important, tout aussi important, moins important? Si vous regardez, tout à l'heure, on avait dit que pour 47% des jeunes, le travail était plus important que tout le reste ou très important. Eh bien, dites donc, les moins jeunes, qu'est-ce qui se passe? Alors, les 30-44, c'est à peu près pareil. Il se passe peut-être qu'à droite, ils ont une famille, et à gauche, ils sont célibataires. Alors, vous êtes en train de me dire qu'ils veulent travailler quand même. Hein. Bon. En tout cas, oui, effectivement, il y a plein de raisons. Mais vous allez voir, en fait c'est général. Donc là, nos jeunes ont des 18-29 ans, ils sont à peu près pareils que les 30-44 ans. Et effectivement, on a les 45-65 ans, eux, qui sont un peu moins motivés. Je vous laisse ça comme ça pour l'instant. On va arrêter avec les clichés à un moment, voilà, un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est intéressant de se dire, tiens, c'est une question qui transcende les générations peut-être. Et puis alors, vous avez montré les attentes. Tout à l'heure, on avait un top 3 sur les attentes, avoir des revenus réguliers et élevés, avoir un travail intéressant qui nous plaît, avoir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Disons que le top 3, c'est le même pour tout le monde. Oui, on a envie de travailler pour gagner de l'argent, on a envie de faire un travail intéressant, et on a envie d'avoir un équilibre vie privée et vie professionnelle. Finalement, on n'est pas si différents. Ah, ça a quelque chose de rassurant. Alors, il y a des items sur lesquels c'est un peu plus varié en dessous. Hein. Vous voyez, plus on avance en âge et plus on a envie d'être autonome et de prendre des initiatives. Ce qui explique aussi qu'on a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est 45 ans. C'est toute la question des reconversions professionnelles. C'est un autre sujet, c'est pas celui qui nous occupe ce soir. Enfin voilà, vous voyez que finalement, quand on met en perspective, eh ben, ces attentes, elles ne sont pas spécifiques. On avait aussi la question de la projection dans l'avenir. Vous vous souvenez, on avait dit que les jeunes, eh bien, ils avaient envie de gagner plus d'argent, quitte à avoir moins de temps libre, et que c'était 48% à dire ça. Ce qui est beaucoup plus faible, 43% pour les 30-44 ans, 24% pour les plus de 45 ans. Ça pose peut-être une question sur les salaires. Bien. Donc vous voyez que finalement, là, alors j'ai fait un peu rapide, mais cette idée qu'on colle les clichés aux jeunes, alors qu'en fait, on aurait intérêt à regarder les choses de manière un peu plus globale et se dire les jeunes sont peut-être le révélateur de quelque chose. Ça ouvrirait des perspectives. Excusez-moi, oui. je peux poser une question là sur ces... Allez-y. Moi, ça me dérange énormément cette présentation comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'en parlais avec mes études. Vous comparez les gens qui ont glissé de manière dynamique d'un statut à l'autre, les 18, les 40, les 60. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est comment les 65 ans étaient lorsqu'ils avaient les 20 ans. C'est ça qu'il pourrait... Alors, vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de faire des études sur ces sujets-là. Donc, en fait, vous pointez le doigt sur une difficulté méthodologique. Donc, vous avez raison. L'étude n'est pas parfaite de ce point de vue-là pour répondre à ça. Enfin, elle répond à une question, mais qui n'est pas la vôtre. Mais je vais quand même y répondre. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais j'ai des éléments parce que moi, au départ, pour travailler pour un de mes sujets de recherche, je me suis intéressée aux attentes des Y. Avec cette même question, j'entendais les Y qui sont comme ci, les Y qui sont comme ça. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Donc je suis allée creuser l'intragénérationnel. Mais du coup, j'ai fait un travail de revue littérature. Je suis allée voir les articles. Je suis tombée sur un article de 1972 qui montrait déjà ça. C'est-à-dire qu'il y a des attentes en fait qui sont récurrentes. Parce que si on faisait une étude, après ce qui est compliqué, c'est
extrêmement compliqué d'avoir des études qui soient robustes et qui veulent dire quelque chose. Mais néanmoins, quand on regarde sur longue période, eh bien, la question du revenu, elle revient. La question de l'intérêt du travail et de l'équilibre vie privée vie professionnelle, ça fait 25 ans quand même que ces systèmes sont hauts dans les classements. Il y a aussi la question de la sécurité de l'emploi. Là, c'est rémunération. Alors, vous voyez, c'est pas posé comme ça dans l'échelle, mais il y a la question de la rémunération ou de la sécurité de l'emploi. Alors, la sécurité de l'emploi, ça peut aussi varier sur le contexte économique. Quand on est en période de croissance économique où le marché du travail est plus favorable, on va plus accepter des CDD pour voir différentes choses. Quand le marché du travail est un peu plus tendu, comme la phase un peu actuelle, là, dans ce cas-là, on va plutôt sécuriser avec le CDI. Mais la sécurité de l'emploi, c'est un élément, voilà, on a l'impression, pareil, on dit souvent les jeunes, ils sont prêts à changer, des fois ils sont contraints de changer, et puis, alors qu'ils aimeraient bien aussi avoir un CDI. Parce que, j'empiète un peu sur la suite, mais parce que c'est un élément important aussi pour s'installer dans la vie. Donc, la question de la rémunération, de la sécurité de l'emploi, c'est ces trois éléments qui sont en tête du classement. Quand on trouve des études un peu analogues sur longue période, et bien en fait, ils sont quand même tous très très hauts dans les classements des préférences. Donc, c'est pour ça aussi que je me permets d'utiliser celle-là, même si méthodologiquement, ben oui, on interroge des gens qui ne sont pas au même stade de carrière, qui n'ont pas forcément exactement les mêmes attentes, mais malgré ça, et bien le top 3 est mieux. On pourrait se dire finalement, plus on avance en âge, et plus on a, normalement, on devrait avoir un revenu plus élevé, puisqu'on est censé avoir évolué à l'intérieur de l'entreprise de carrière. Et en fait, on se rend compte que non, la question de la rémunération, elle reste présente aussi, parce qu'on a d'autres envies, de dépenses, on peut avoir besoin d'aider ses enfants. Il y a plein de raisons qui font qu'on a besoin finalement d'avoir des revenus réguliers élevés à tout âge. Alors, au-delà de ces clichés, ce que je voulais aussi vous partager comme élément explicatif, eh bien, c'est d'essayer, l'idée générale, c'est d'essayer de dépasser ces clichés et les explications faciles pour regarder en fait quels sont les autres facteurs explicatifs aussi qui peuvent jouer. Alors, il y en a un qu'on oublie, enfin moi je trouve qu'on l'oublie trop souvent, c'est la démographie, que je vais expliquer après. Il y a aussi la question du système éducatif et puis de l'orientation professionnelle. Et puis il y a aussi la question de la perte de confiance. Là je partagerai les travaux d'un collègue. C'est une idée que je trouve intéressante et dont on parle peut-être pas assez. Alors, la question de la démographie. Quand on regarde la répartition de la population française par tranche d'âge, eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'on est un pays qui vieillit. Vous voyez, j'ai mis des flèches sur les moins de 20 ans et les 20-59 ans sont aujourd'hui en proportion moins nombreuse dans la population. Et les 60 ans et plus sont plus nombreux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a des problématiques de pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi qu'on a des générations qui sont moins nombreuses. Donc, ça contribue, ça fait aussi que c'est plus compliqué de pourvoir certains emplois, puisqu'on a une population active qui est moins nombreuse. Alors qu'on a des besoins qui augmentent sur certains secteurs, je pense en particulier au secteur de la santé, où on sait qu'on va avoir des besoins forts en main-d'œuvre. Donc, il faut réussir à attirer des jeunes et des moins jeunes, des actifs, dans ce secteur d'activité. Donc ça, c'est un élément plutôt de macroéconomique, mais on a peut-être tendance parfois à oublier. Un deuxième facteur explicatif à la pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi notre système éducatif et le système d'orientation professionnelle. Alors, je ne vais pas m'en plaindre, je vais pas citer la branche sur laquelle je suis assise. Moi, je travaille à l'université, donc je suis bien contente d'avoir des étudiants.
Mais ce que l'on constate ces dernières années, c'est qu'il y a une inflation d'offres de formation post-bac, avec plein d'écoles et d'établissements de formation qui se sont montés du fait des aides à l'apprentissage. Et donc ça a créé aussi un appel d'air, puisque du coup, les jeunes peuvent aller faire des études, alors que peut-être que certains, avec il y a quelques années, avec un autre système, n'auraient peut-être pas fait ce choix-là. Ils seraient peut-être allés travailler et ils seraient peut-être revenus plus tard compléter leur formation. Donc ça c'est un premier élément qui est lié à l'importance qu'on accorde au diplôme en France. Alors c'est important, hein, encore une fois, je suis convaincue que c'est important de faire des études et d'apprendre, d'acquérir des connaissances et des compétences et d'acquérir un diplôme, mais on a aussi des besoins dans d'autres domaines. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, on a une orientation professionnelle qui est parfois problématique. Il y a des métiers sur lesquels on n'arrive pas à attirer. Alors, pas tous, hein, je généralise peut-être un petit peu rapidement, hein, mais on voit que les filières professionnelles, les filières technologiques, elles continuent à avoir une image négative, alors que parfois, il y a davantage d'opportunités d'emploi et d'évolution professionnelle à l'issue de ces formations. Donc, là, il y a en tout cas une orientation qui ne va pas forcément toujours vers les bonnes formations et les bons métiers. Donc, le système de l'apprentissage contribue peut-être quand même à redorer l'image de certaines filières, mais on voit que c'est là une problématique, alors plutôt macroéconomique, mais c'est quand même un élément qui explique qu'on ait du mal à trouver des jeunes sur certains emplois dans certaines filières. La troisième explication, qui là est plus individuelle, c'est la question de la perte de confiance. Finalement, ce que l'on constate, ce que montrent certaines études, c'est que certains individus ont perdu confiance dans leur capacité à travailler. Vous l'avez un petit peu vu avec certaines catégories dans l'étude APEC Terra Nova. On en a qui sont découragés. Et donc là, je vais vous partager l'étude de collègues de l'UM Normandie, École du Management de Normandie, qui ont lancé un baromètre du rapport au travail des actifs français. Alors, l'étude, elle n'est pas que sur les jeunes, elle est plus globalement sur les actifs. Et ils ont deux variables explicatives dans leur étude. La première variable, c'est l'employabilité. Ça correspond aux ressources dont chaque individu dispose en termes de compétences et de capacité à s'adapter à l'évolution du marché du travail. Donc, est-ce qu'on va être capable de s'adapter aux demandes du marché du travail? Le deuxième facteur, c'est la confiance en soi et en l'avenir. Donc, c'est comment est-ce que les individus se projettent dans l'avenir et est-ce qu'ils ont un capital confiance vis-à-vis d'eux-mêmes. Ces deux variables leur permettent donc dans ce baromètre d'aboutir à 4 catégories d'actifs. La première catégorie, ils les ont appelés les décrocheurs. Et donc ces décrocheurs, ce sont des individus qui sont en perte de repères et qui renoncent à toute recherche d'emploi. Donc ça veut dire qu'ils ont perdu confiance en eux, ils ont perdu confiance en l'avenir et ils estiment qu'ils n'ont plus d'opportunités, qu'ils ne vont plus pouvoir s'insérer sur le marché du travail. La deuxième catégorie, ce sont les stables pessimistes. Ces individus-là, ils sont en poste, mais ils sont paralysés par le doute, ce qui limite fortement leur candidature. Donc ils peuvent très bien ne pas être dans le bon emploi, alors qu'ils ont d'autres compétences, mais ils ne vont pas postuler. La troisième catégorie, ce sont les stables optimistes. Donc ceux-là, ils sont confiants, ils restent en veille, ils sont prêts à bouger s'il y a une meilleure opportunité qui se présente.
Ce sont ceux qui transforment l'incertitude en moteur en explorant souvent l'entrepreneuriat et d'autres alternatives, d'autres formes de travail. Alors pourquoi je vous parle de cette étude? Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, moi la manière dont je la lis avec les yeux de chercheur en RH, c'est que les entreprises, quand elles ont besoin de pourvoir un poste, elles vont publier une annonce. Et elles vont attendre les candidatures. Si elles attendent les candidatures dans ces 4 catégories d'actifs, eh bien, elles vont avoir des candidatures, des CV de stars optimistes. Mais les autres, elles ne les verront jamais. Elles ne verront pas ceux-là, les avant-gardistes, parce qu'eux, ils sont dans d'autres projets, c'est l'entrepreneuriat, ils veulent être à leur compte, ils veulent leur liberté. Donc, ceux-là, ils ne postuleront pas. Les stables pessimistes, eh ben, eux, ils n'osent pas. Ils n'osent pas y aller. Et puis, les autres, on a vu, ils ont décroché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a des entreprises qui disent « j'arrive pas à recruter », ça veut dire que ça suppose aussi de remettre en question la manière dont on recrute, de réfléchir à faire autre chose que publier une offre d'emploi et d'attendre que les CV arrivent. Alors il y a des entreprises qui le font, hein. Je ne vais pas jeter la pierre à toutes les entreprises, il y a des entreprises qui ont bien compris, celles qui ont du mal à recruter depuis un certain nombre d'années, eh bien, elles recrutent différemment. Elles vont recruter sans CV, elles vont faire de la cooptation, il va y avoir plein d'autres leviers à activer. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que parfois, on va avoir des chefs d'entreprise qui vont dire « mais je ne comprends pas, il n'y a personne qui postule ». Ça, c'est quand même un facteur explicatif intéressant qu'il faut en tout cas avoir en tête si on veut avoir si on veut trouver des salariés. Excusez-moi. Oui. Moi j'ai une autre explication. Allez. Là, ici, c'est le décrochage. Les aides sociales. Alors, là, ce sont des actifs. Là, l'étude. Non, l'étude, elle a été faite uniquement sur des actifs. Ça veut dire que. Oui, ça veut dire qu'ils vont. Pardon, je le précise. Là, dans l'étude, ils sont en emploi. Mais ils vont rester dans cet emploi-là, même s'il leur convient pas. Donc c'est pour ça, voilà, après, ce dont vous parlez, ça existe, il ne rentre pas dans le périmètre de l'étude. Mais on va revenir à la question peut-être du salaire. Aussi. Alors, je vois que l'heure avance, donc pour aussi avoir le temps de prendre d'autres questions. Je poursuis avec l'idée que, en tout cas, les discours sur les jeunes, ce qu'ils montrent, c'est que derrière, il y a des mutations profondes qui sont à l'œuvre, et que ces mutations, il faut aussi les entendre, puisque si on a du mal à recruter, c'est pas seulement parce que les jeunes ne voudraient pas travailler, mais c'est parce qu'il y a des attentes fortes par rapport au travail. Ce que l'on constate, vous l'avez vu aussi avec les graphiques que je vous ai présentés, c'est que le rapport au travail évolue. On a envie de travailler, on a besoin de travailler, mais le constat, c'est que sur dans l'ensemble, l'importance que l'on accorde au travail n'est pas la même, et surtout, eh bien, on ne veut pas avoir un déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Quand on regarde ça, pour le coup, c'est un élément qui ressort dans un certain nombre d'études. Pourquoi? Vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, en partie dans votre intervention, hein, c'est que finalement, quand on est jeune, on veut avoir du temps pour sortir avec ses amis, pour faire du sport, peut-être pour faire de l'associatif, d'avoir une activité syndicale, aller au cinéma, on veut du temps pour un certain nombre d'activités. Quand on arrive son âge, on veut du temps parce qu'on a des enfants, on a des contraintes familiales qui font qu'on peut avoir besoin de s'en occuper. Comme on peut être... aujourd'hui, on voit que la question des salariés aidants prend de plus en plus de place dans les débats. Eh bien oui, on peut avoir besoin de temps aussi pour s'occuper de ses proches. Et puis, quand on est un peu plus avancé, ça peut être de
prendre soin de ses parents, de ses enfants. Donc il y a beaucoup de s'investir dans d'autres activités. Donc la demande d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, elle transcende les générations et elle pose la question plus globalement du rapport au travail et du fait d'accepter de travailler, mais aussi d'avoir une attente forte, d'avoir du temps pour d'autres projets, des projets personnels. Si on prend les débats autour de la semaine de 4 jours, c'est pas forcément que les gens n'ont pas envie de travailler, c'est qu'ils veulent travailler sur 4 jours parce que le 5e jour, ils ont peut-être leur projet entrepreneurial qu'ils ont envie de développer. Donc ce sont des manières différentes de travailler où il y a la question d'être salarié, mais peut-être de faire aussi d'autres choses à côté. Donc ça, c'est un élément important. Moi je rajouterais, puisqu'on a aussi la question des débats sur les retraites en ce moment, il y a aussi la question de la soutenabilité du travail. C'est finalement, plus on avance en âge, on n'a peut-être pas aussi la même endurance par rapport au travail. L'équilibre vie privée, vie professionnelle, eh bien, c'est aussi parce qu'il peut y avoir une certaine fatigue au travail. Le monde du travail aujourd'hui est quand même aussi assez éprouvant, quel que soit l'âge. Mais voilà, plus on avance et plus on peut aussi ressortir une fatigue. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est la question du sens. On en entend beaucoup parler. Alors on l'a fait pareil, on l'associe souvent aux jeunes en disant que les jeunes sont en quête de sens et veulent des métiers qui ont du sens, veulent accorder de l'importance à la transition écologique, par exemple. Alors finalement pas tant que ça dans les dernières études qui sortent. C'est un facteur parmi d'autres. Mais plus globalement, là aussi c'est un élément qui transcende la notion de génération, qui transcende le fait qu'on soit X, Y ou Z. Vous avez ici la couverture de l'ouvrage de David Graeber, qui est un sociologue américain, qui parle de bullshit jobs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression. On le traduirait en français par les jobs à la con. Et son constat à Graeber, c'est que finalement, avec la tertiarisation de l'économie, on a tout un tas de métiers qui se sont créés. On a aussi un phénomène de parcellisation du travail, de division du travail, qui fait perdre de vue le sens de la raison pour laquelle chaque individu fait son travail. Et donc, ça, c'est aussi intéressant parce que, normalement, le travail, on l'a vu, il y a une attente de réalisation de soi, d'essayer... Enfin, c'est un facteur, on parle de motivation intrinsèque en gestion des ressources humaines, on va dire, c'est le fait d'avoir le plaisir de travailler pour le plaisir de la tâche. Si on perd cette motivation intrinsèque, si on ne sait plus pourquoi on fait le travail, eh bien, on a le sentiment de faire un bullshit job. Et on parle aussi, au niveau des travaux de recherche, alors vous connaissez sûrement l'expression burn-out, malheureusement. Il y a une autre expression, donc je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler du brown-out, qui est assez proche dans les sonorités, mais c'est le phénomène d'épuisement professionnel qui est lié à la perte de sens ou à l'absence de sens. Et donc ça rejoint l'idée de Graeber, le fait qu'on trouve son travail inutile, qu'on trouve son travail absurde, que finalement on ne comprenne pas pourquoi on fait telle ou telle tâche. Et bien ça, c'est un facteur d'épuisement professionnel et ça peut être une pré-étape à la dépression et ensuite au burn-out. Donc c'est là où la question du sens prendre son sens. Voilà. Et alors pour lutter contre ce burn-out, eh bien, il y a deux dimensions qui sont importantes. Ce sont les relations sociales et les missions et les activités. Donc les relations sociales, c'est le fait d'être en contact avec des collègues, avec des clients, avec des usagers. Ça va donner du sens. Et les missions et les activités, eh bien, c'est à la fois comprendre les missions que l'on fait, mais aussi avoir des marges de manœuvre. Pourquoi ? Parce qu'avoir des marges de manœuvre, c'est avoir la possibilité d'exprimer sa créativité.
Et en tant qu'être humain, on a envie aussi d'être créatif, d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez que ces éléments sont importants. Et pour illustrer, je vais peut-être prendre les métiers où il y a du contact. J'ai parlé de la santé tout à l'heure, donc les métiers du care, de prendre soin. On voit bien que si on prend les personnels soignants, on a beaucoup parlé pendant le Covid, mais là on a pris conscience de l'importance de ces métiers, de l'importance de la relation aux patients ou à la personne âgée dans le cas des EHPAD. Ça, c'est un facteur de sens important pour ces personnels. Alors qu'au contraire, si je prends les métiers de la banque, avec du back-office, alors là, le front-office et le back-office, vous êtes en contact avec la clientèle, vous voyez bien le sens. Quand vous êtes dans les bureaux en train plutôt de faire des activités administratives ou de créer des produits financiers, vous avez moins le contact. Ça peut être un élément qui peut justement faire perdre le sens. Donc là, voilà, la question du contact, avec les collègues déjà, mais avec les clients et les usagers, ça va être un élément important. Alors, quelques éléments pour terminer sur comment agir. J'espère que vous avez compris que finalement, globalement pour les jeunes, le travail est important. Il y a un chiffre que j'ai trouvé aussi intéressant qui est sorti dans un baromètre de l'Institut Montaigne qui nous dit que 80% des jeunes actifs continueraient à travailler même sans nécessité financière. Donc, bon, alors c'est une statistique comme une autre, mais je trouvais que voilà, le chiffre était intéressant à partager. Ça rejoint l'étude de Terranova qui est un petit peu plus approfondie. Ce que je voulais plutôt vous partager, c'est donc dans l'idée de comment agir, finalement 3 leviers que j'ai résumés par donner confiance, donner envie et donner du sens. Alors ça ne résumera pas tout, mais en tout cas c'est pour essayer de, voilà, par rapport aux pistes que j'ai explorées jusqu'à présent, de donner quelques lignes directrices. La première idée, donner confiance, c'est l'idée de donner des perspectives, et notamment par le biais de l'employabilité et de la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'employabilité, c'est l'idée que, vous l'avez vu, les jeunes et les moins jeunes ont envie de travailler, mais ont aussi envie de se développer, d'évoluer. Donc là, les entreprises, eh bien, elles ont toute leur place et tout leur rôle à jouer, finalement, puisque ça veut dire qu'elles vont pouvoir capitaliser sur les expériences des collaborateurs qu'elles vont recruter, mais elles vont pouvoir contribuer aussi à satisfaire les attentes de leurs collaborateurs, avec des formations, notamment, en faisant évoluer leurs collaborateurs dans des environnements apprenants. Il y a plein de manières finalement de contribuer au développement des compétences des salariés sans forcément faire de la formation, par des dispositifs de tutorat, de compagnonnage. Je vais parler des apprentis, le fait d'être maître d'apprentissage, c'est aussi une façon de transmettre. Donc ça peut être un moyen de développer l'employabilité des jeunes et des moins jeunes. La deuxième idée sur la confiance, ça nous renvoie à la typologie tout à l'heure des 4 catégories d'actifs, et notamment ceux qui ne vont pas forcément candidater. Là, eh bien, l'idée c'est de trouver des nouvelles manières de recruter pour réussir à avoir des profils pour pouvoir les employer, alors que ces personnes-là n'auraient pas envoyé leur CV. Donc ça veut dire par exemple le recrutement sans CV, c'est ce qu'a essayé notamment France Travail, mais ça peut se faire dans d'autres entreprises. Je pense à des entreprises qui ont mis en place du recrutement circulaire aussi, si ça vous dit quelque chose. Vous avez une entreprise qui recrute, qui va recevoir plusieurs candidats potentiels, qui ne va pas forcément retenir ces personnes-là, mais qui va transmettre la candidature à une autre entreprise en disant
cette personne-là, elle était bien, rencontre-là, ça peut peut-être faire l'affaire, alors que ce candidat n'aurait peut-être pas postulé dans l'entreprise du voisin. Donner confiance, ça veut aussi dire donc, renouveler les pratiques de recrutement, je viens de le dire. Et puis, c'est aussi offrir des perspectives. Donc là, je reviens un peu plus sur les jeunes. Je ne vous ai pas donné des chiffres sur leur situation en emploi. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les jeunes sont souvent dans des situations d'emploi précaires. Soit des CDD, soit de l'intérim. On a parlé de l'alternance, c'est aussi une situation précaire, parce que l'alternance ne débouche pas systématiquement sur une proposition d'embauche, loin de là. Il peut y avoir du temps partiel subi. Donc ça veut dire que les jeunes mettent un certain temps avant de trouver une situation professionnelle stable. Et tant qu'on n'a pas une situation professionnelle stable, on ne peut pas non plus s'installer dans la vie et avoir un logement, s'installer, avoir une famille. Donc, si les entreprises n'offrent pas toujours ces opportunités d'emploi plus stables, ça peut aussi, à un moment, amener nos actifs à se mettre en recul, et c'est ça qui les fera basculer dans les catégories des pessimistes que l'on a vu tout à l'heure. Je terminerai sur ce point-là avec aussi le rôle de l'État que j'ai évoqué tout à l'heure, autour des questions de l'orientation, puisque on a pour certains métiers un problème d'adéquation entre les diplômes et les besoins au niveau du marché de l'emploi. Donc là, il y a à la fois une question sur l'offre de formation qui se pose et une question sur l'orientation dont j'ai parlé tout à l'heure. Surtout que, eh bien, après, le fait de faire des études, d'obtenir un diplôme et de ne pas réussir à trouver un emploi, ça va aussi être un facteur décisif pour les jeunes, notamment pour les femmes qui vont se retrouver sur des emplois qui peuvent être moins intéressants financièrement, moins intéressants en termes d'opportunités professionnelles. Donc ça, c'était pour la question de donner confiance. La deuxième idée, c'est donner du sens. Alors, j'en ai parlé, c'est un sujet sur lequel j'ai aussi eu l'occasion de travailler. Vous avez vu l'importance de la notion de sens tout à l'heure avec la notion de bullshit job et de burn-out. Avec un collègue, on a proposé la notion de travail expérientiel. C'est l'idée que le travail, c'est pas seulement faire un certain nombre de tâches. C'est aussi avoir une expérience qui soit une expérience qui donne du sens à sa vie et dans laquelle on arrive à s'épanouir. Et si on regarde, alors là aussi, il ne faut pas généraliser, mais si on regarde certaines entreprises, quand elles vont proposer, elles vont publier une offre d'emploi, eh bien elles vont faire une liste de tâches. Elles vont lister des activités et finalement pas toujours remettre en perspective où est cet emploi à l'intérieur de l'organisation. Or, on l'a dit, ce qui nous motive, c'est la motivation intrinsèque, c'est le plaisir de travailler. Donc, au-delà du travail que l'on va faire demain si on accepte l'offre d'embauche, la proposition d'embauche, eh bien, c'est quelles vont être aussi mes perspectives d'évolution. Quels vont être les autres emplois que je vais pouvoir occuper? Quels sont les projets auxquels je vais pouvoir participer? Donc ça, c'est un élément important. Alors, depuis une vingtaine d'années, il y a le concept de marque employeur qui a beaucoup d'ampleur. Moi, c'est un des sujets de recherche. C'est la manière... Je vois un monsieur qui fait la bouche, je ne sais pas si c'est que l'expression ne parle pas. L'idée de marque employeur, c'est que l'entreprise se présente en tant qu'employeur, dit qui elle est. Et quand on se présente en tant qu'employeur, c'est pas seulement expliquer ce que l'on va proposer d'un point de vue matériel, mais c'est aussi, là, en le cœur du sujet, donner du sens.
expliquer à quel projet d'entreprise on va contribuer, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelle est la mission à laquelle vont pouvoir contribuer les salariés. Ça, c'est un élément positif, puisque ça veut dire que, et on le voit aujourd'hui, les entreprises ont évolué sur ce sujet-là du fait des difficultés à recruter. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus d'offres d'emploi qui vont décrire l'emploi, mais qui vont aussi expliquer le contexte de l'entreprise, ce que fait l'entreprise, et puis les recruteurs, normalement, vont aussi faire ce travail. Donc ça, c'est un élément positif, puisque ça va permettre d'attirer des collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise, et ça va leur permettre ensuite de s'engager et de rester fidèle à l'entreprise. En tout cas, si on perd de vue la question du sens, eh bien, c'est là qu'il peut y avoir des difficultés, on sera moins attractif, enfin une entreprise sera moins attractive auprès des candidats potentiels. Donc ça, c'est tout le travail sur la marque employeur, la valorisation des missions, des projets, de réfléchir aussi à l'évolution, au parcours professionnel, pour montrer qu'on rentre aujourd'hui sur tel emploi et qu'on va pouvoir évoluer. C'est aussi tous les engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, qui va être un moyen aussi de montrer que l'entreprise s'engage non seulement vis-à-vis de ses clients, mais aussi vis-à-vis de ses autres parties prenantes. Dernière idée, donner envie. L'Institut Montaigne, je vous ai sorti un chiffre tout à l'heure avec 80%, mais l'étude est un peu plus intéressante que ce seul chiffre. Ce que montre l'étude de l'Institut Montaigne qui a été menée, alors cette fois c'est une étude auprès de jeunes, de 16 à 30 ans. La conclusion, vous le voyez, c'est que les jeunes veulent travailler mais font face à une grande désillusion. C'est-à-dire quand ils arrivent sur le marché du travail, eh ben, c'est pas toujours évident. Finalement, les conditions de travail que l'on propose à un certain nombre de jeunes peuvent être parfois extrêmement difficiles. Je vais prendre juste l'exemple des apprentis, puisque je vous en ai parlé, mais les apprentis, quand vous regardez, c'est un rythme soutenu. Ils vont avoir des semaines de cours, ils vont avoir des semaines de travail. Entre les deux, ils vont devoir aussi travailler pour leurs études, parce qu'il faut tasser ses cours, préparer les examens. Donc ça veut dire que c'est un rythme assez soutenu. Parfois, ils sont accueillis avec des managers qui sont pas toujours accommodants. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont très aidants, mais il y en a aussi qui sont durs. Donc ça veut dire que les premières expériences dans le monde du travail, elles ne sont pas toujours faciles. Et que ça peut aussi expliquer qu'à un moment, les jeunes se mettent en retrait ou s'orientent vers l'entrepreneuriat, se disent « moi, j'ai pas envie d'être salarié, j'ai pas envie d'être dans cet environnement, j'ai plutôt envie d'être mon propre patron et de décider de comment je vais mener ma vie. » Donc vous le voyez, on retrouve dans l'étude de l'Institut Montaigne, on retrouve des éléments dont on a déjà parlé, la rémunération, l'équilibre, temps de travail, temps libre. On voit l'absence de stress. Alors bon, c'est pas le pays des bisounours, les entreprises, certes, mais néanmoins, ça m'amène à la question du management. Et alors là, la question du management à la française, voilà, là, pour le moment, on a eu un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui est sorti cette année et qui montre que on n'est pas les champions du monde en matière de management. Il y a un baromètre sur l'engagement qui est sorti, on était encore loin derrière la moyenne européenne. Eh bien oui, ça veut dire que les jeunes, pour qu'ils aient envie de travailler, il faut aussi qu'ils aient des managers qui leur donnent envie de travailler. Or, nos pratiques en France, elles restent très verticales, très descendantes. Or, vous avez vu les éléments tout à l'heure. Ce que demandent les jeunes, c'est un management qui soit plus horizontal, ou en tout cas où ils puissent aussi exprimer leur avis. Après, ils peuvent avoir tort, mais où ils puissent exprimer leur avis, être dans des pratiques de leadership qui soient plus collaboratives. On a des systèmes, par exemple, de tutorat, de mentorat, de coaching. Ils sont aussi en attente de feedback. Ils sont prêts à entendre la critique, mais il faut leur faire une critique constructive. Et à ce moment-là, ils seront capables de se remettre en question et d'évoluer. Alors pas tous, encore une fois. On ne va pas généraliser, on va tomber dans les clichés, mais il y a aussi ces attentes.
Donc voilà, j'ai un dernier chiffre. On l'a vu tout à l'heure, ça rejoint cette étude de 42% des jeunes obéissent sans réserve à leur manager. On l'a vu tout à l'heure, ça confirme. Et 48% obéissent lorsqu'ils seront convaincus. Donc, ça montre bien qu'ils sont prêts à avoir un management qui leur donne des ordres, mais encore une fois, à condition aussi de comprendre, de pouvoir discuter et d'avoir du feedback. Alors, j'arrive à la conclusion, il va rester un petit peu de temps pour les échanges. Donc finalement, on est parti des jeunes et vous voyez qu'on est allé un petit peu plus loin. Moi, le message que je voulais faire passer, c'est que il faut faire attention aux clichés et aux stéréotypes. Pourquoi ? Parce que ça conduit à des préjugés et dans certains cas, ça peut aller plus loin, ça peut conduire à de la discrimination. Donc, voilà. Alors après, moi, ce que j'ai essayé de vous donner aussi, c'est un certain nombre de variables explicatives qui peuvent éclairer la décision et permettre de comprendre les jeunes que l'on a en face. Ce qui est sûr, c'est que ça demande de davantage s'interroger que juste de se dire c'est parce que c'est un Z. Mais en même temps, si d'un autre côté on dit je vais pas prendre un senior parce que c'est sûr il n'est pas à l'aise avec les outils technologiques et il ne va pas être en capacité d'apprendre, ça ne marche pas non plus. On connaît tous des jeunes très sérieux, des seniors très geeks. Donc finalement, ce n'est pas une question d'âge ou de génération, c'est aussi une question d'individu. Donc j'ai demandé à l'IA de me générer une image pour réconcilier les juniors et les seniors. Bon, je vous laisse apprécier l'œuvre. Elle m'a mis des hommes, je ne lui avais pas demandé des hommes. Oui, c'est ça, vous n'avez pas demandé des hommes. Non, je n'ai pas demandé des hommes. L'IA, j'ai remarqué parce que j'ai elle va l'idée aussi. Avec des collègues et effectivement, l'IA ne propose que des hommes. C'est un sauvage expert. Eh bien, on a fait une image de l'expert. C'est l'expert, l'homme cheveux blancs, ça rend des choses derrière. C'est insupportable. Oui, là, l'IA est entraîné avec des données et les données sont biaisées. Donc voilà. Je lui avais demandé un junior et un senior. Mais c'est pour ça aussi que je voulais interpeller. Je voulais aussi vous interpeller par rapport à toute l'étude que vous avez présentée. Et à mon avis, c'est quand même difficile de faire abstraction du genre. Parce que je suis sûre que si on fait ça, j'aimerais vraiment voir toute cette analyse que vous avez proposée avec la notion du genre. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête des filles, qu'est-ce qu'on a foutu dans la tête plutôt, qu'est-ce qu'on a foutu dans la tête des gars, et voir comment ça ressort sur le marché du travail. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment difficile de faire abstraction de ça. Oui, vous avez tout à fait raison, mais la question du genre, elle commence dès tout petit. Bien sûr. C'est une question d'éducation. La confiance aussi, la confiance dans son employabilité, elle commence tout petit. Oui, tous les discours que l'on véhicule sur... il y a un certain nombre de clichés là aussi autour de l'éducation, le rapport aux différentes sciences, la question, on n'a pas parlé, la question des compétences, les hard skills et les soft skills. On a aussi là un certain nombre de clichés. Et on parle de l'audace aussi, et l'audace, elle n'est pas activée de la même manière chez les femmes et chez les hommes. Donc c'est vraiment compliqué d'aborder le travail des jeunes en parlant des jeunes sans parler du genre. Voilà. Oui, vous avez raison. Et c'est là où l'orientation professionnelle joue aussi. Donc, je m'arrête là parce que j'ai vu des mous, des visages, donc je vous laisse la parole. Dans cette étude, du coup, sur les personnes qui ont répondu, justement, ça rejoint la remarque de madame, quel est le pourcentage, en tout cas, d'hommes et femmes, si on veut les genrer ainsi? Vous savez Oui, je dois la voir. Je l'ai remis l'étude, je ne l'ai pas en tête comme ça. Après, c'est pas une clé d'entrée dans leurs résultats.
c'est quand même important. Oui, ils ont mis des quotas. Ils ont mis des quotas en termes de quotas, donc ça veut dire que c'est 48, 52, c'est 42. Ah oui, donc c'est moitié à C'est comme la population française en fait. Ils reprennent les statistiques nationales et ils demandent la même chose en termes de quotas. Par contre, je peux pas, ils n'ont pas analysé dans celle-là, mais alors là, pour moi, c'est un sujet en soi, la question du genre, parce que. Mais oui, enfin, voilà, moi j'enseigne, enfin, je suis responsable d'un master RH. C'est une bataille pour avoir des garçons. C'est-à-dire que déjà, j'en ai peu dans les candidatures. Et après, même si je les retiens, ils ne confirment pas forcément. Donc à la fin, dans une promo de 24 étudiants, quand j'ai 4 garçons, je suis contente. Ça, c'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. Et ça commence en amont. Ça commence dès les études, dès l'orientation. Et tous les discours qu'on peut véhiculer sur les filles n'aiment pas les maths, ne sont pas faites pour les sciences. Voilà. Enfin, en faisant ce schématique. J'aurais pu partager une expérience. On avait un jeune qui avait un BTS, qui travaillait comme technicien, il était super, et je lui ai dit, écoute, tu peux reprendre éventuellement des études, tu vas faire les arts et métiers et on te reprendra comme ingénieur. 3 ans après, il revient, ingénieur, on lui trouve un boulot, et je pense que ça serait important, et ça ne se fait pas trop, d'avoir une deuxième chance. Des fois, on fait des études courtes pour des raisons familiales, et après avoir travaillé quelque temps, on pourrait reprendre et redémarrer à un nouveau. Ouais, merci pour votre témoignage. Et ça se fait de plus en plus. Il y a des études qui sortent et qui montrent que la reconversion est de plus en plus acceptée. Et tous les dispositifs de formation professionnelle qui ont été mis en place, par exemple comme le compte personnel de formation, ça favorise ces évolutions, puisque voilà, les salariés peuvent mettre de l'argent de côté, l'employeur peut ou non accompagner le projet après, mais effectivement, moi à l'IAE Lyon, on a des groupes entièrement, ce qu'on appelle des exécutifs, donc entièrement en formation continue, et ce sont soit des projets personnels des participants, soit ce sont des entreprises comme ce que vous décrivez, des entreprises qui ont des personnes qui veulent faire monter, accéder au statut cadre, faire évoluer vers des postes de management. Donc ils les envoient en formation, ils payent le master et après ils évoluent. Et ça, c'est de plus en plus courant, pour le coup. Après, les jeunes n'ont pas toujours envie. C'est pour ça aussi qu'ils s'engouffrent tous dans les études supérieures. C'est-à-dire qu'ils veulent enchaîner, ils veulent faire leurs études d'un coup, pour un certain nombre, en disant comme ça j'aurai mon bac plus 5 et après je vais travailler. Donc il faut aussi qu'eux acceptent de ne pas forcément toujours aller jusqu'au bac plus 5, d'arrêter parce que parfois l'emploi est même mieux rémunéré, plus intéressant, mieux rémunéré, mais voilà, il y a cette idée du diplôme. Et l'autre intérêt, c'est qu'on avait un ingénieur qui avait eu l'expérience des techniciens, donc il comprenait beaucoup mieux les techniciens. Après, je remarque aussi beaucoup que dans les le bac, par exemple, dès le collège, on impose aux enfants souvent de faire des choix, de savoir déjà ce qu'ils doivent faire, vers où ils s'orientent, alors qu'ils ne connaissent même pas l'ampleur des métiers qui existent. Et on leur met en tête des schématiques, tu fais ça, voilà, il faut que tu ailles dans ces filières-là, sinon ça va se boucher telle voie. Il faut que tu restes dans le général, par exemple, dans mon bloc, les trucs techniques, les pros. Et il y a aussi une sorte de B, c'est la nuance. Mais en gros, il faut absolument faire des études. Si tu ne fais pas des études, tu ne vas pas avoir un niveau dit correct. Et on met aussi en place vraiment des jeunes, une fois qu'ils sont dans le métier, ils osent un peu plus se reconvertir. Mais souvent, dans les périodes on nous met en tête une sorte de formatage où on n'a pas le choix. Dans les autres pays, on explique qu'il peut y avoir plein de parcours de vie. En France, on verra aussi plus, il n'est pas stable, il change trop de métier, ou il ne sait pas ce qu'on veut faire tout de suite, c'est pas normal. Et il me semble que... Oui,
puis après, il y a une très forte corrélation entre le taux de chômage et le niveau de diplôme. Donc, ça rassure aussi. Quand on est parent, ça rassure de se dire si mon enfant fait des études, il a plus de chances de trouver un emploi. Mais je partage tout à fait, hein, c'est l'orientation, c'est compliqué. Ça dépend de la génération des parents. Quand je suis jeune maman, je ne serai pas forcément rassurée. C'est pas ça, non. Je n'attends rien de mes enfants. J'attends juste qu'ils soient en capacité de se nourrir, de vivre, d'être heureux et d'avoir un métier qui leur plaît. Si c'est de faire du carrelage qui leur plaît et les métiers du BTP, ça paye très très bien pour certaines, c'est surtout, je pense aussi, il faut déformater les jeunes parents sur les stéréotypes qu'il y avait une partie qu'on nous a inculqués à nous. Je pense que c'est la population à cibler, c'est les parents actuels pour que les choses évoluent autrement après. Oui, alors après, ce que disait madame, c'est aussi difficile d'orienter un enfant qui a 14-15 ans qui parfois n'a pas d'idée. Donc c'est ça qui complique aussi. Ouais. Moi je trouve que c'est un détail de publication nationale. En fait, peut-être un peu vous attaquer. Non, allez-y. L'école, elle fabrique des cerveaux, mais elle fabrique des gens qui ne savent pas s'en servir. Ils ont plein de choses dedans, mais ils ne savent pas s'en servir. Et je vois ça. Il y a quelqu'un qui formate les jeunes connaissances, ils ont plus de connaissances, ils ont beaucoup de choses dans la tête, mais ils ne savent pas s'en servir. Et une fois après l'entreprise, ça va. Alors pas tous non plus, oui. Et puis là aussi, oui, c'est un peu en commun. C'est-à-dire qu'il y a des métiers où de toute façon vous allez faire, et c'est là où le fait que l'alternance soit beaucoup développée est une très bonne chose. Parce qu'il faut les deux sont complémentaires en fait. On a besoin de transmettre un certain nombre de connaissances et de compétences par l'éducation. Et en même temps, l'apprentissage permet de les mettre en application. Enfin, moi, c'est un système auquel je crois beaucoup. Parce que... Ce ne sont pas des penseurs, ils seraient peut-être plus beaux tout ce qu'ils aimeraient faire. Si on fabriquait des penseurs? Plus des penseurs que des perroquets. Ah, j'ai une question. C'est un peu... Oui. Non, j'avais pas compris comme ça votre question. En fait, on les forme là depuis tout petit à apprendre des choses par cœur, à répéter ce qu'on leur apprend. Mais s'ils pensent différemment, ou s'ils arrivent au calcul différemment, on leur met un zéro, c'est pas besoin de zéro. Et on leur prend. Oui, mais là aussi, c'est peut-être. Ça rejoint la remarque sur les spécificités françaises. On a un enseignement qui évolue pas forcément beaucoup, où le droit à l'erreur n'est pas forcément toujours très bien accepté. J'ai vu une étude, en 30 ans, on a perdu 2 ans et demi. Alors, je ne suis pas en sciences de l'éducation, on dirait un chercheur en sciences de l'éducation. Je pense que en 30 ans, on aurait perdu 2 ans de niveau d'études. Alors, après, je pense que ça dépend sur quoi, là aussi. Et après, on n'enseigne pas la même chose qu'il y a 30 ans non plus sur un certain nombre de cours. Alors, je vais intervenir. Parce que là, j'entends beaucoup de choses globales et c'est intéressant. Il y a la société française qui effectivement crée un environnement sociétal pour les parents qui n'ont pas d'assurance pour leurs enfants, qui formatent aussi des formations, par exemple, il faut choisir son métier tout de suite, l'orientation, voilà, tous ces trucs. Et puis il y a effectivement qu'il y a eu aussi des évolutions technologiques. Donc on sait qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont sur les écrans, qui vont perdre un peu des choses aussi là-dessus, mais qui gagnent d'autres points positifs. Je ne dis pas que les écrans, c'est selon comment on l'utilise, ça peut apporter du bien comme du mal. Voilà, c'est l'usage qu'on en fait le plus fort. Et oui, il y a des baisses de niveau, mais il y a eu aussi le Covid qui a fait que pendant un moment, il y avait des enfants pendant jeune âge qui n'allaient pas à l'école, qui ne pouvaient pas, ils ont perdu du temps aussi sur des choses. C'est un ensemble de choses, mais
Mais à chaque époque, pratiquement, on a toujours dit les jeunes, ils sont plus aussi performants, les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes. Donc, il faut remettre aussi en contexte l'ensemble mondial et l'ensemble des évolutions qui se sont passées. Voilà. Donc, j'entends bien ce que vous dites. Et oui, il y a une baisse de niveau par rapport aux attentes de certaines époques. Effectivement, on lisent plus du Molière comme ils lisaient avant, ils lisent plus les textes que nous, on lisait. C'est différent, mais on a aussi repéré beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de façons d'apprendre qui sont différentes. Il y a plein de choses à prendre en compte. On ne peut pas avoir les mêmes attentes. C'est pareil, les enfants sont beaucoup plus à l'aise en technologie parce qu'ils ont été éduqués là-dedans que, par exemple, nous, si on s'apprend des choses, on apprend des choses différentes. Et oui, on perd sur certaines choses, mais on gagne aussi sur d'autres choses. Je pense encore que c'est la société qui doit évoluer pour s'adapter aussi à ces évolutions et permettre une ouverture sur ce genre de... Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste en sciences de l'éducation, donc les chiffres ont l'air de montrer que sur certaines connaissances fondamentales, comme la pathologie, la lecture, on a une évolution effectivement plutôt en tendance baissière, mais il y a quand même aussi une évolution des programmes qui intègrent de nouvelles connaissances qu'on n'a pas forcément eu nous. Donc ça c'est une question, je vais la laisser de côté. Je pense que ce qui est important, c'est la question de l'orientation par rapport à nos sujets. La question du niveau, je la laisse. Ça, je n'ai pas assez de documents. Oui. Oui. Alors, sur l'orientation, je peux vous donner un élément vécu. Aujourd'hui, les chefs d'établissement, en collège, je vais évaluer sur les jeunes qui vont laisser dans les professionnels, l'alternance, ça ne rentre pas dans un de points. J'alterne dans les collèges, c'est présenter l'alternance des jeunes de 3D, à faible pourcentage des normales, mais les jeunes sont beaucoup poussés vers la seconde générale. Il y a un taux d'échec énorme en ce moment. Décrochage scolaire. C'est les jeunes qu'on a amené vers une certaine visite diplôme et retournent vite et du coup, je ne veux plus du tout être un approchage à la question de l'apprentissage. Et même le système actuel fait que ces élections, ils sont jetés par les équipes, c'est trop d'élèves qui vont l'apprentissage. Après, pour le coup, c'est aussi un choix compliqué d'orienter un enfant dès 15 ans vers l'apprentissage. Non, actuellement, dans les collèges fondamentaux, on a 6% des élèves en plus. C'est normal. C'est très peu connu. Mais c'est tout un système de toute façon dont on est en train de parler. Vous parlez, il est poussé par le système de Oui, parce que derrière la grande courbe de progression, c'est beaucoup le développement de l'alternance dans le supérieur, ce qui était très peu développé contrairement à d'autres pays. Il y avait mal. J'avais une question par rapport moi j'avais un fichier en venant ici, par rapport aux jeunes qui abandonnent l'entreprise en cours de route, c'est-à-dire qui s'engagent pas qui refusent le CDI et puis finalement qui partent de 6 mois vers le métier ou comme ça. Est-ce que vous avez des choses par rapport à ça? Vous avez des chiffres par rapport à ça? Ces personnes qui finalement, pour leur reprocherait de ne pas tout à fait s'engager dans l'entreprise, dans la durée, Alors, j'ai pas des chiffres globaux. J'ai pas des chiffres globaux, donc je sais pas si... j'ai des étudiants par contre, donc je sais pas si c'est représentatif de quelque chose. Mais effectivement, moi par exemple, les étudiants que j'ai finissent leur master, ils vont faire en alternance pendant 1 an ou 2 ans. Et après, souvent c'est là où ils vont faire un voyage. Ce qui est le bon moment. Et après, il y a des prêts à l'emploi. Après, il y en a qui ont des projets individuels, qui vont aller faire un tour du monde plus tard, parce qu'il faut aussi des sous pour faire un tour du monde. Donc, ils travaillent un peu, et puis après, ils vont mener un projet personnel. Parfois, ça peut être sur un congé sabbatique, si l'entreprise est d'accord, d'ailleurs. Il y a des entreprises qui accompagnent, qui trouvent que même c'est plutôt une chance d'avoir
Mais ça rejoint la question de l'équilibre professionnel. C'est en fait de pouvoir mener aussi des projets personnels, que l'entreprise le comprenne, et si elle ne le comprend pas, ils partent, mais alors je donne encore un autre mot, une autre expression du jargon managérial. On parle aussi beaucoup des salariés boomerang. Donc des salariés qui partent, qui vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais qui reviennent parce que finalement c'était pas si mal, ou c'est aussi le moyen de gagner une évolution professionnelle, de gagner du salaire. Alors on en revient à la question des salaires aussi. C'est que la question du niveau de salaire de départ et comment on arrive à monter. Finalement, parfois, on arrive mieux à monter en partant et en revenant. Ça, c'est encore une autre problématique. Monsieur. Est-ce que vous avez un comparatif de cette étude dans d'autres pays? Quelle étude? Laquelle? Ce que vous avez montré de la génération Z, versus, etc. Parce que, bon, on est dans une Europe vieillissante, un pays qui a une curiosité en 2000 qui a été mettre les 35 heures, on a qui a regardé, je ne vais pas rentrer dans ce débat, qui est lié à la productivité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans d'autres pays, on se pose des questions, quand on voit le développement technologique asiatique, Corée, Chine, etc. Deuxième question, positionnement de la génération Z par rapport à l'effort. C'est-à-dire, notre génération, moi je suis un boomer, on a beaucoup éduqué à la notion de performance, de la notion de méritocratie, et donc de résultats. Parlez-moi de vos résultats, pas de vos efforts. Comment la génération d'aujourd'hui se positionne par rapport à la notion d'effort? C'est-à-dire que des fois, il faut rentrer dans le dur. Et donc je vais vous donner une expérience personnelle, managériale, quand on voit des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas tout organisés, et quand vous leur dites que vous n'avez pas atteint l'objectif, ils ne vont pas vous emmener là-dessus. Ils vont vous emmener non pas sur le savoir-faire, mais en recadrant toujours sur le savoir-être. Oui, on ne l'a pas bien dit, etc. Vous voyez, sur cette notion de diagramme de performance, comment est-ce qu'il se positionne? C'est l'exemple de l'Allemagne, et les jeunes qui font des études supérieures en Allemagne, avant le bac, doivent travailler 1 an ou 2 en entreprise, et après reprennent leurs études après avoir eu cette première expérience. Alors, par rapport à votre première question sur un panorama plus global géographiquement, ce que je vous ai présenté est plutôt caractéristique de ce qu'on appelle les pays développés. Donc ça, c'est des tendances qu'on retrouve en Europe et en Amérique du Nord, quand on regarde les études. Je ne connais pas dans le détail les études en Asie, c'est vrai que c'est différent. Et c'est même différent à l'intérieur de l'Asie. Il y a des collègues qui étudient la Chine, c'est un sujet en soi. Donc je ne pourrais pas comme ça vous le résumer en quelques minutes. Donc ce que je vous ai présenté, c'est effectivement plutôt représentatif des pays développés qui ont aussi un peu les mêmes tendances démographiques, les mêmes caractéristiques en termes de marché de l'emploi, aussi des taux de chômage qui ont baissé. Et donc ce qui a créé une tension sur le marché du travail. Donc ça c'est assez, voilà, c'est une tendance sur ces grandes zones géographiques. Après, je ne suis pas allée voir les études en Amérique du Sud, je ne suis pas allée voir les études en Afrique, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, on va dire que c'est occidental, c'est des tendances occidentales. Sur votre deuxième question sur l'effort, là aussi on ne peut pas généraliser. Il y a certainement des jeunes qui n'ont pas envie de faire d'efforts, mais il y en a aussi qui ont envie, qui travaillent. Moi quand je vois mes étudiants, honnêtement, et des fois je les admire parce qu'ils bossent en entreprise, ils bossent à l'université, on les laisse pas chômer entre les périodes d'entreprise et les périodes d'université. Ils ont aussi du travail, ils arrivent à faire du sport, certains, il y en a qui ont des engagements politiques, ils arrivent à conjuguer tout ça parce qu'ils ont l'énergie de la jeunesse et qui mettent plutôt leur énergie dans autre chose que le travail, peut-être. Mais voilà, je trouve que les études corroborent plutôt ce que je vois aussi parmi mes étudiants depuis maintenant un certain nombre d'années.
sur le fait que, au départ, quand ils rentrent dans l'entreprise, ils ont envie d'apprendre. Par contre, il y a des situations de travail et des situations managériales qui peuvent assez rapidement les toucher. Enfin, moi, en tant que responsable de formation, je peux vous dire, je régule aussi des situations managériales qui sont quand même assez affolantes. Heureusement, ça reste marginal. Alors, je vois plein de mains levées, je ne sais pas dans quelle heure. Je pensais aussi à une chose importante, c'est les stages en entreprise que font les jeunes pendant la scolarité. C'est là où ils comprennent comment fonctionne l'entreprise. C'est leur première expérience. Donc, il faut vraiment investir. Oui, les fameux stages de troisième, de seconde, c'est aussi un moment où on peut leur donner envie, hein, ou pas. Alors, madame, je vais passer par chez un vraiment de travail et dans les formes, il me semble qu'il y a quelque chose chez les jeunes que j'ai remarqué là, c'est la question de l'efficience, d'être mesuré en continu, en permanence. Et il me semble que les générations d'avant étaient quand même pas mesurées de la même façon, en tout cas pas de façon aussi ligne et précise. Les chiffres du matin, tous les jours, toutes les semaines, tous les jours de travail, c'est une pression qui est assez incroyable et forte. Et voilà, je voulais remarquer peut-être pas toutes les formes, mais en tout cas la notion d'efficience qui s'est faite. Oui, je voulais rebondir, je voulais juste mettre l'accent sur le thème que monsieur a employé tout à l'heure sur l'objectif. Parce que c'est ça qui crée le stress, c'est ça qui crée le problème. Il faut faire non pas à l'effort, mais à l'objectif. Oui, la question. Et puis il y a peut-être le rapport au temps qui s'est modifié aussi. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où tout va vite. On laisse peut-être pas toujours le temps d'apprendre. Moi, je trouve que je vais reprendre le cas de mes alternants, mais on leur demande parfois tout de suite d'avoir des chiffres, des résultats, alors qu'un alternance, il est en situation d'apprentissage, donc il a aussi le droit de se tromper pour progresser. Enfin, on apprend ses erreurs aussi. Donc c'est le monde économique aujourd'hui, hein, dans une économie, il faut de la performance, mais aussi au niveau humain, ça a aussi un impact. Donc c'est un savant équilibre. Je vous invite à lire un bouquin qui est super, je parle beaucoup d'une équipe grande, vous devez le connaître, c'est Olivier Armand, de Normation. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'entreprise robuste, pour une alternative à la performance, chez Odijana. Et donc c'est tout l'enjeu qui démontre dans l'éducation des jeunes que la performance crée la compétition et la compétition crée la violence. Dans son corps, vers les autres, etc. Donc on assume. Je voulais réagir à certaines interrogations, mais finalement je pose la question. Je n'aime pas du tout le titre parce qu'il est trop général et on devrait plutôt intituler certains jeunes ne veulent pas entrer dans le travail. C'est bien pour ça qu'il y avait des façons des clichés derrière. Alors, je parle du principe que 80% des gens qui rentrent en milieu de travail n'ont pas choisi le type de travail qu'ils veulent faire. Il n'y a que 20% par équipe, puisque vous avez les statistiques, bien que je considère, comme disait Sismondi au XIXe siècle, que la statistique c'est le début du mensonge. Donc, je voulais dire effectivement, je préfère plutôt que certains jeunes ne veulent pas du tout rentrer dans l'univers du salariat et dans certains types d'entreprises. Nous savons depuis 50 ans, avec l'automatisation, la robotisation, etc., l'univers du travail a complètement changé. Et il y a des sociologues, il y a des gens spécialistes du travail qui disent que les prochaines années, les 50 années à venir, personne ne peut dire quel type de travail, quel type sera exercé par une future génération. Donc on a ces doubles incertitudes ou inquiétudes face à l'univers du travail qui n'est plus du tout homogène, qui n'est plus du tout, il y a diverses sortes de travaux
Mais ce que souhaitent les jeunes plutôt, c'est plutôt le salariat que le travail. Ils préfèrent plutôt une situation où il y a la corrélation tout de suite avec le gain du salarié, c'est-à-dire ce qu'on appelle, les économistes appellent ça le nominal, c'est ce qui les intéresse en premier lieu, et viennent ensuite, comme dans les études de Maslow ou de Don Mayo, qui ont presque un siècle maintenant, les jeunes, quand ils rentrent dans un milieu de travail, ils mettent la considération. Effectivement, quand ils n'ont pas beaucoup de bagages, ils ne veulent pas prendre des responsabilités. Et ceux qui ne veulent pas prendre des responsabilités au sein du travail, ils le font quand même. On appelle ça « je fais moins de travail sans plus ». On appelle ça les retraitistes. Il y a ceux qui se valorisent par hors temps de travail. C'est-à-dire, je fais un travail même s'il est pas motivant, s'il est sans intérêt, je me valorise dans le hors temps de travail. Associatif, artistique, sociétal, etc. Donc c'est quelques observations que je voulais faire, j'en avais d'autres, mais finalement... Alors, là j'ai eu un focus plutôt sur les jeunes qui vont être salariés. Par contre, par rapport à votre remarque, il y a quand même eu une croissance ces dernières années de l'entrepreneuriat aussi, chez les jeunes et chez les moins jeunes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se disent « et si je lançais mon entreprise tout de suite ?» Donc ils ne rentrent pas dans le salariat. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête, mais ils ne rentrent pas vraiment dans mon étude. Puisque là, de toute façon, on les a un peu vus dans ceux qui avaient des projets, mais ceux-là, ils seront peut-être salariés un petit moment, le temps de créer leur entreprise. Ou alors ça peut être ce que j'évoquais sur une semaine de 4 jours, et le 5e jour, je m'occupe de l'entreprise. Je crois qu'on arrive au...